bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! J'espère que tu vas bien, c'est avec grande joie que je reçois à nouveau un invité. Aujourd'hui, découvre Zilien, naturopathe, herboriste, aromathérapeute et formateur, originaire de La Réunion où il y vit. Sur son compte Instagram, zilien.aroma, il partage ses connaissances et ses expériences dans l'utilisation, la culture et la transformation des plantes aromatiques et médicinales. Dans cette conversation enregistrée en pleine nature, on aborde bien entendu les plantes, mais aussi la santé féminine, sa formation dédiée à la femme, on parle de masculinité et de plein d'autres sujets selon la vision de Zilien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Zilien, bienvenue sur Unique et Libre. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast, enfin. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, je m'appelle Zilien. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai étudié peut-être? Je viens de La Réunion. Après, j'ai commencé moi à jardiner très très tôt. Donc tu vois, j'étais proche des plantes très tôt. J'ai commencé à faire de la musique très tôt. Ce qui a donné une carrière un peu disparate, si on peut dire. J'ai autant une carrière de musicien qu'une carrière d'aromathérapeute, phytothérapeute, herboriste. J'ai fait mon herboristerie au Québec avec Annie Schneider et Danielle Laberge qui sont des femmes extraordinaires. J'ai fait mon aroma et ma phyto à l'école des plantes de Lyon avec Patrice de Bonneval. C'était beaucoup d'années d'études et j'ai l'impression que j'aurais pu apprendre tout ça par moi-même, autrement. Et donc le reste c'est plus du vécu qui m'a apporté, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Donc voilà, à côté de ça j'ai été musicien, ça a été une grande partie de ma vie. Et je pense que c'est ce qui me permet un peu d'avoir une vision assez ouverte, artistique de tout ça, je pense. Et d'aimer parler en public, d'aimer faire des conférences, d'aimer... Super. Et t'as poussé, à quel moment tu as eu la bascule justement de te tourner vers les plantes, de devenir accompagnant, thérapeute Je te dirais que ça a toujours été là, c'est-à-dire que même quand j'ai vécu longtemps au Québec, même quand j'étais au Québec, au départ c'était une vie assez urbaine en appartement. J'avais quand même un mini jardin dans des pots, j'avais des graines rares, des plantes rares, je discutais avec des gens, j'échangeais sur des forums, ça a quand même toujours été là. Moi, j'ai grandi à La Réunion sans maman, avec une dame qui nous gardait qui était malbaraise, pratiquante. Donc il y avait un temple à la maison, on mangeait beaucoup d'amertume, enfin tu vois, il y avait des plantes sauvages toujours, des petits. Donc c'est vrai que je pense pas qu'il y a eu un... C'est drôle, hein, c'est bizarre à dire, mais... C'est pas je me laisse porter parce que c'est pas juste, c'est pas ça, c'est pas vrai, je fais des choix. Mais la vie est tellement généreuse avec moi depuis que maman est partie justement, que j'ai pas décidé de me mettre à accompagner les gens, tu vois, ça s'est fait tellement bien. Voilà, ma carrière arrivait à un pic au niveau de la musique, tout se passait bien, je faisais même des bonnes rentrées d'argent, j'avais plein de contacts, j'appelais plus personne, les gens m'appelaient. Ce qui est quand même un luxe pour un musicien de ne pas chercher les contrats. Et finalement, mouvement de déménagement du Québec, arrivé à La Réunion, donc la carrière qui repart à zéro quelque part. Et alors que pas du tout, ce qui s'est ouvert et ce qui s'est présenté, c'était jardin possible toute l'année, des gens que j'avais connus avant, avec qui j'étais plus en contact, que j'ai retrouvés. Mais tu vois, même en tournée, par exemple, quand je partais en Amérique latine, c'est moi qui m'occupais de la pharmacie de 30 personnes pendant les 2 mois de tournée, par exemple. Parce qu'il y avait rien, sinon tout le monde prenait des Doliprane ou d'autres médicaments et ça fonctionnait pas toujours, donc il fallait trouver des alternatives, donc il y a toujours eu... Puis je parlais avec les médecins locaux, enfin tu vois, ça a toujours été là, hein. Franchement toujours. C'est sûr que là maintenant je fais ça vraiment à plein temps, mais j'ai pas l'impression que ça change tant, c'est bizarre. C'est la Réunion qui t'a reconnecté à ça. Le fait que tu aies grandi. Comme je te disais en dehors du podcast, je trouve que la Réunion, il y a quand même quelque chose, c'est une île qui est magnifique et il y a vraiment quelque chose de très beau, même de fort en tout cas avec la nature.
par rapport à... Alors moi je suis de la Guadeloupe, voilà. Et la Guadeloupe aussi c'est tout aussi magnifique, hein. Mais je ressens pas, tu vois, la même chose, la même énergie. Ouais. Intéressant, ouais. Je pense qu'avec toutes les origines et tous les peuples de la Réunion, c'est sûr qu'il y a tu vois, une présence malgache très forte, une présence africaine très forte, une présence mahoraise, mauricienne très forte, une présence indienne, une présence occidentale. C'est fou quand tu y penses. Asiatique, enfin... Wow. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'appelle l'île intense. Est-ce que c'est la Réunion qui a fait ça? Je pense pas non plus. Ce qui a peut-être influencé beaucoup, c'est le fait de pouvoir planter de la cannelle chez moi, de planter du girofle chez moi, de planter des plantes rares que j'ai toujours rêvé d'avoir finalement depuis que j'ai quitté la Réunion. Et que je pouvais pas parce que ça poussait pas. Il aurait fallu une serre ou je sais pas. Et là de voir, tu vois, quand tu marches en nature, voilà, les gens le font plus beaucoup à la Réunion maintenant, mais la cueillette ici, elle est présente toute l'année. Les gens le font pas trop, mais je sais pas, moi je marche en forêt, je mange des fleurs, des plantes, des fruits, des bouts de racines. Il y a tellement de plantes et d'épices comestibles et sauvages à la Réunion que ça, ouais, ça la cueillette pour moi c'est vraiment important. Ouais. Pouvoir cueillir autour de toi, wow. C'est l'abondance même en fait. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ça nous rattache à l'abondance. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous parler justement du pouvoir et de la sagesse des plantes? En quoi ça peut être un vrai soutien holistique? Ouh là là. Ouais. En quoi ça peut être un vrai soutien holistique? C'est une grande question. Alors après, moi dans mon approche, j'ai commencé par Patrice de Bonneval, École des plantes de Lyon, pharmacien. Donc une approche hyper scientifique, hyper cartésienne, hyper terre à terre, ce qui est bien. Avec des contre-indications très claires, très précises, des risques très clairs. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on met de côté souvent dans ces médecines que d'ailleurs l'Occident appelle douces. Mais quelle grossière erreur. Les médecines douces, ça montre bien un peu l'image qu'on en a. Pour finalement me rendre compte, parce que voilà, je suis spécialisé en aromathérapie, donc les huiles essentielles et les hydrolats. Les principaux pays qui utilisent des huiles essentielles et des hydrolats sont des pays occidentaux, qui sont non producteurs majoritaires d'huiles essentielles. Donc ça, je trouve que c'est toujours intéressant. À un moment donné, je me posais la question. Puis voilà, comme maman était malgache, j'ai eu la chance d'aller à Madagascar souvent, la chance d'aller voir des producteurs dans d'autres pays. Et ils avaient toutes, et elles avaient toutes, et ils avaient tous ce même point commun, qui était que les huiles essentielles représentent une monnaie d'échange et pas un remède pour nous. C'est-à-dire que les huiles essentielles, c'est nouveau, c'est l'étranger qui nous a amené ça. On peut faire beaucoup d'argent avec, ça fait vivre nos familles, on augmente notre qualité de vie entre guillemets grâce à du matériel qu'on peut s'acheter enfin. Mais nous, médecine, on utilise les plantes parce qu'on les connaît. Et ça m'a toujours passionné en fait. Donc c'est sûr que la Réunion, encore une fois, c'est un lieu où se retrouvent une centaine de plantes médicinales aromatiques qui viennent de partout. Puisqu'à la Réunion avant, il n'y avait rien, puisqu'elle n'existait pas. Donc ça, c'est vraiment unique au monde en fait. Unique au monde, il n'y a aucun autre endroit dans le monde où ça existe ça. Et c'est sûr que c'est un lieu de recherche pour moi absolument passionnant. Mais en fait, c'est un peu particulier, c'est difficile d'en parler en une heure, je pense, comme ça. Je crois au remède quand il est nécessaire et qu'il y a une urgence. Les plantes peuvent être utiles, bien que parfois, voilà, elles ne sont pas nécessairement utiles. Mais je crois surtout et on dit beaucoup la prévention en Occident, mais c'est pas la prévention en fait. Je crois beaucoup dans ta façon de vivre. Les plantes médicinales aromatiques, avant, elles faisaient partie de ta nourriture, ton quotidien. Tu mangeais de l'amertume, tu mangeais une acidité particulière, tu mangeais telle plante en petite quantité. On me disait toujours en mange pas trop, ou tel fruit. Tu pouvais en manger, mais juste un petit peu. Et enfant, moi j'ai connu ça. Et dans tous les autres pays où je suis allé, c'est comme ça. C'est comme ça. Les plantes médicinales font partie du quotidien. Ta grand-mère va te dire, tiens, mange ça. Ça va te protéger, ça va te faire du bien, ça va. Et c'est la saison en plus. Après, c'est sûr que tu vois, il y a des remèdes connus, hyper puissants, hyper efficaces. Je crois beaucoup plus dans l'utilisation de l'herboristerie, donc des plantes fraîches ou sèches, bien séchées et bien conservées, et des extraits qu'on peut faire chez soi. Des extraits alcooliques, des alcoolatures, des extraits huileux. Ça, j'y crois beaucoup plus que les huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, on a tendance à se perdre dans le côté molécules aromatiques et laboratoire. Je sais pas, j'ai étudié 450 huiles essentielles, j'en utilise franchement chez moi, même pas 10.
Et jamais au quotidien. Oh mon Dieu, jamais, 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 jamais. Au contraire, moi je prêche la parole d'arrêter d'utiliser les huiles essentielles au quotidien. Parce que sinon tu fais comme si tu utilisais des médicaments au quotidien. T'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. T'as un bouton, tu mets du titri. C'est exactement pareil. Sauf que le titri, il va te faire des effets secondaires qui sont pas géniaux. Et ainsi de suite en fait. Donc dans la transmission, et tu vois, je suis jeune pour transmettre encore, mais mes valeurs, c'est vraiment de se dire que il faut une compréhension du vivant en fait. Tu es dans un parc, et ben, tu regardes autour de toi et tu sais où tu es. Tu vois ce qu'il y a, l'herbe qui pousse, tu sais à peu près c'est quoi. Tu connais ton environnement en fait. Tu n'es pas un étranger. Je pense que c'est une des plus grosses faiblesses de l'être humain, c'est de se sentir étranger sur la Terre en fait. Tu le mets dans une ville, ça va, il a ses repères, ses noms de ville et tout, tu le mets en pleine nature. Oh mon Dieu. Donc ouais, les plantes, comment est-ce qu'elles soutiennent de mille et une façons en fait. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle le préventif, moi j'y crois énormément. Ouais, ça ce serait je pourrais en parler pendant des heures, mais ouais. On va refaire un épisode. Oui, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la connexion à la terre. Est-ce que tu penses que... Alors là, ça dévie un petit peu peut-être par rapport aux plantes, mais est-ce que tu penses que c'est nous, occidentaux, qui avons perdu ça? Bah ouais, quand même. Après, quand tu regardes dans les villes étrangères, c'est à peu près pareil, mais c'en est parfois comique parce que c'est des gens qui ont une culture authentique, ancestrale encore présente, mais qui se retrouvent avec la vie occidentale, entre guillemets, sans jugement de ma part, mais dans des grandes villes, et tu vois des fois des espèces de quiproquos ou de scènes assez comiques. Enfin, il suffit de penser à des grosses villes indiennes ou des grosses villes africaines, tu vois des scènes, mais c'est complètement ahurissant. Enfin. Ou même à La Réunion, tu vois les bœufs moka sur la grosse 4 voies, la voie, et là tu dis non mais attends, il y a des bœufs qui sont sur la 4 voies. Voilà, c'est un retour. En France, ça a dû exister, en Occident, ça a dû exister, mais il y a quand même longtemps. Enfin, c'est plus comme ça. Et oui, ouais, je pense, définitivement. Mais surtout, ce qui est fantastique, c'est que l'Occident a soif, tant au niveau alimentaire qu'au niveau habitude, qu'au niveau sport, qu'au niveau de tout ce qui se passe à l'étranger en fait. L'Inde en ce moment est hyper populaire. Enfin, voilà, tout le monde fait du yoga. Maintenant, il y a du yoga chaud. Et tu te dis non mais ok, d'accord. Et ainsi de suite. Il y a des gens qui deviennent même professeurs. Enfin, tu vois. Et ainsi de suite. L'alimentaire, on adore manger des tagines et du couscous. Mais on n'aime pas nécessairement trop, tu vois, l'immigration ou des trucs du genre. Je caricature. Hein. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Il faut regarder. Enfin, il suffit de penser à la guerre d'Algérie par rapport à la France. Il suffit de penser l'invasion arabe ou par rapport à la Méditerranée. Toute l'histoire en fait même culturelle de l'Occident ou de l'Europe, j'ai envie de dire quand même occidentale. C'est fou comment c'est en contradiction souvent en fait. Donc ouais, je pense que c'est propre à... Malheureusement, je sais pas, mais... ouais, l'Occident, c'est clair. Après, c'est peut-être à nous, à chacun, de retrouver ce lien et cet ancrage avec la terre. Je pense que c'est un travail aussi qui est personnel. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font beaucoup, je pense. Moi, je suis vraiment pas du tout pessimiste par rapport à l'avenir. Alors là, ça suffit de dire ça va pas et que la planète est malade et que non, tout va très bien, arrêtez. Changer des choses, oui, mais tout va vraiment bien. Enfin, vraiment. Ouais, ça fait du bien aussi de l'entendre. Ouais. Parce que si tu écoutes le monde extérieur et bon, moi j'écoute pas, je n'ai pas de télé, tu vois. Puis les médias, en vrai, j'écoute pas non plus, mais pourtant j'arrive quand même toujours à avoir l'information d'une certaine façon. Mais sinon, ça t'amène un truc très anxiogène en fait, et tout est noir. Et en fait, au bout d'un moment, ça t'impacte aussi forcément. Ouais, c'est sûr. Comment commencer, enfin, alors je dirais peut-être pas, j'avais marqué travailler, mais comment peut-être commencer déjà à se reconnecter avec les plantes, tu vois, de manière simple pour quelqu'un qui souhaite les intégrer dans son quotidien. Tu parlais déjà de l'alimentation. Est-ce que je peux faire aussi déjà dans l'alimentation? Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? Donc, j'ai envie de dire cultiver, même si tu es à Paris dans un studio, tu peux avoir un pot. Et c'est sûr que le pot, en Inde, les basiliques sacrées sont devenues, sacrées comme ça. C'est-à-dire que c'est une plante qui vit, déjà c'est une femme, qui vit, qui est vivante, qui a une identité, et que quand tu donnes un plant ou quand tu le cultives
Chez toi, il y a beaucoup de gens en Inde qui vivent dans des studios minuscules à plusieurs, ils n'ont pas de jardin et tout ça, tout ça. Et ils ont un pot de basilic sacré, et ce pot de tulsi, il est béni par toute la maison en fait. Et même s'il y a des voisins qui passent et que c'est sur le palier, ils vont donner un peu à manger, un peu à boire, un peu, enfin tu vois. Et je pense que là déjà, tu reconnectes avec la plante, parce qu'en fait c'est une plante vivante, donc si tu vois pas quand elle souffre, il y a un problème. Je vois beaucoup de gens qui, même des herboristes, hein, des gens qui connaissent la nature et tout ça, puis tu les vois tout de suite quand même, ils prennent une plante ou une herbe, quand ils la touchent ou quand ils... Tu vois qu'il n'y a aucun respect, enfin ils la considèrent pas comme du vivant. Alors je suis pas dire qu'il faut tout sacraliser, mais tu as affaire à du vivant tout autour de toi. Donc il faut que tu aies une compréhension de ce vivant, je pense que c'est hyper important. L'alimentation c'est complexe parce que selon où tu es, tu vois, à La Réunion justement c'est compliqué. Il y a beaucoup plus d'accessibilité à de la nourriture riche et variée en Europe qu'ici en fait, malgré tout. Alors les gens pensent souvent à La Réunion, fruits tropicaux et tout ça, abondance, oui, mais c'est une terre volcanique très pauvre, abondante mais très pauvre, et tu tournes autour de la même, donc il faut juste se satisfaire d'une nourriture tropicale, moi ce qui me va très bien. J'ai grandi comme ça, et voilà, si tu me fais manger juste de la salade en plus, moi j'ai pas d'énergie, voilà, moi j'ai besoin d'haricots, de riz, de plantain, enfin tu vois, c'est vraiment... C'est comme ça, hein, chacun son corps. Euh, mais n'empêche que, c'est vrai que quand tu vas en France, les jardins sont abondants, l'Italie, l'Espagne et tout ça. Enfin, les pêches, les brugnons, les pommes, les poires et tous ces trucs-là, on en est loin. Enfin, donc après, reconnecter avec la nature par l'alimentation, c'est plus complexe, ouais, mais c'est essentiel. Ouais. Après, je crois beaucoup dans l'amertume. Hein. C'est un peu particulier d'avoir ce discours-là. Les gens ne comprennent pas toujours. Mais, euh, mais je pense qu'il faut déjà reconnecter avec l'amertume dans l'alimentation. En fait, je te dis pas de manger amer tout le temps, mais on a tendance à bannir l'amertume alors que c'est quand même une des saveurs les plus précieuses dans l'alimentation. Tu peux nous dire les aliments justement qui ont cette amertume? Oui, il y en a beaucoup. Tu en trouves dans toutes les petits breads sauvages. Alors en France, c'est à la mode maintenant. En Europe aussi, et en Amérique du Nord aussi, c'est les cueillettes sauvages de printemps, tu sais. Toutes les salades sauvages en fait. Les pariétaires, les amarantes, les petites salades sauvages justement, toutes les plantes sauvages qui se consomment, le plantain, euh, tout ça, comme par hasard, toutes les plantes sauvages comestibles elles contiennent de l'amertume. C'est pas toujours agréable, tu veux pas manger ça toujours, mais, euh, mais le fait de consommer des plantes comestibles, je trouve ça hyper important, ouais, c'est clair. Et puis l'alimentation c'est complexe parce qu'en fait on pense que l'alimentation est basée sur 3 repas, tu vois, en Occident. C'est très particulier. Et on se dit, ouais, voilà, le matin en général on mange sucré. Ah, il y en a qui préfèrent manger salé, bon, ok. Le midi, tu manges en général, je sais pas, tu manges un plat et ensuite un petit dessert. Ah, tu peux peut-être prendre un goûter et le soir, tu manges un plat salé encore. Mais dans plein d'autres pays, c'est pas du tout ça. Enfin, l'approche de la nourriture est un peu faussée déjà. Donc le repas, moment de convivialité, de partage et tout ça, oui. Mais en attendant, dans la journée, ça grignote. Et nous, on pense qu'en Occident, le grignotage n'est pas bon parce qu'on mange n'importe quoi. Mais moi, je passe ma journée vraiment à grignoter un bout de Centella asiatica, un bout de bourgeon d'ici, une petite fleur. Et ben, je vais dans la ravine, j'ai trouvé je sais pas, tel ou tel fruit. Tu vois, il y a une alimentation. Et en France, ça c'est possible. Tout l'été, en fait, il y a des gens qui vivent de ça aussi, qui mangent beaucoup de cueillettes. Donc je pense qu'il faudrait avoir une approche différente de la nourriture. Mais là, on s'en va vers une approche différente de comment tu vois ton corps aussi, comment tu te juges, comment tu te traites, enfin c'est tellement global que ça peut aller loin. Hein. Mais ouais, c'est sûr que l'alimentation est ton premier remède, ouais, ça c'est à 200%. Ouais. Mais quoique, tu vois, moi j'ai des gens dans ma famille, c'est le meilleur exemple que je donne à chaque fois je pense, mais qui ont mangé du fast-food toute leur vie, je t'assure, bu de l'alcool, fumé, qui ont vécu jusqu'à 95 ans. L'autre qui est sur une ferme, qui mange des produits bio, mais qui est hyper stressé à 40 ans, cancer généralisé, et là tu te dis... Donc il y a quand même... Faut pas être dur avec nous en fait. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, ils viennent me voir, ils savent plus manger. Je me dis ça existe en fait. On est en 2023, abondance de nourriture autour de nous, on n'habite pas au Yémen et les gens ne savent plus manger. Là je me dis waouh, ça c'est vraiment grave. Ou alors que manger te provoque un stress en fait. Peur de grossir, peur d'être irrité, peur de mal digérer, peur de tout ça. Il y a peut-être trop de choix. Peut-être, hein. Il y a beaucoup de surconsommation et
Je pense que ouais, l'alimentation, c'est déjà hyper complexe parce qu'on est tous différents. On a tous un microbiote unique qui va réagir en fonction de notre singularité. Et c'est pour ça que ouais, c'est compliqué l'alimentation. Je pense que ça prend du temps. Il faut expérimenter, trouver ce qui fonctionne pour soi. Ouais. Et ça en revient donc à finalement à la base de tout, je pense. Hein, qu'est-ce qu'il y a de plus anxiogène que de ne pas savoir ce qui se passe, tu vois, ouais. Quand c'est dans ton corps en plus. Il y a des gens qui vivent, il y a des femmes, hein, tellement de femmes pour qui la douleur a été installée de façon sociétale, comme quelque chose de normal en fait. T'as mal, c'est normal. Tu vas pas travailler aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait pas? Non, j'avais très mal. Ah bon, oui, j'avais mes règles. Ah! Et là, tu te dis, ah ouais. C'est rentré dans les mœurs, en fait, que voilà, la femme doit avoir mal et tout ça. Mais même, enfin, voilà, n'importe qui, en fait. C'est rentré dans l'habitude de supporter des petites douleurs de ventre, d'avoir des problèmes digestifs. Tout ça, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et je pense que plus tu connais ton corps de façon anatomique, parce que oui, le corps, il est émotionnel et tout ça, ça je veux bien. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer, c'est parfait. Mais il y a tellement de choses qu'on peut expliquer qu'il faut les expliquer parce que... Je sais pas, tu vis un moment de stress, ton corps il va puiser du magnésium, du fer dans tes réserves. Si t'as pas assez de réserves, eh ben, tu tombes en carence. Et après, on appelle ça un burn-out. Ah bon? Derrière l'endométriose, qu'est-ce qui se cache? Comment est-ce qu'on peut se permettre de diagnostiquer une jeune fille de 13 ans, premier cycle, avec de l'endométriose, et une femme en début de préménopause, endométriose, tu vois, le même mot pour définir deux terrains complètement différents. Donc tout ça, c'est sûr que moi, ça me fait réfléchir. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses. Je pense que quand tu es dans un processus de mieux-être, de connexion avec toi-même, et moi je le dis beaucoup même sur le podcast, tu vois, c'est que ça prend du temps. Et déjà, il faut vouloir aussi. Il faut vouloir être curieux, vouloir apprendre. Et puis, ce qu'on disait aussi en dehors, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Et des fois, tu peux aussi vite te perdre. Beaucoup d'informations qui se contredisent. Mais en même temps, ça me fait rire un peu à chaque fois. Pas rire, mais... On va parler de l'amande poivrée encore, où on va dire tiens, elle est bonne pour la digestion. Oui, mais attention, elle est dangereuse pour ça. Ah oui, mais en fait, on peut l'utiliser tous les jours pour les maux de tête. Tatati, tatata. Mais il suffit juste de se pencher sur comment on fonctionne. Si tu utilises l'amande poivrée, apprends ce qu'il y a dedans. Tu vas réaliser qu'il y a des molécules aromatiques qui sont hépatotoxiques, donc toxiques pour le foie. Et en fait, là, ton raisonnement, il est hypothèse, déduction, c'est très logique. Il y a pas de... tu vois, tu n'as pas à te baser sur un site comme Passeport Santé ou autre qui va te donner des infos et que tu vas croire, en fait. Non. Et quoi de pire aussi quand tu vas voir ton médecin qui te dit madame, vous êtes atteinte d'endométriose. Ah bon? D'accord. Et là, tu vas prendre tout ce qu'il va te donner. Alors que si tu sais où t'en es, si tu as fait un bilan hormonal précis, tu sais qu'il te manque tels oestrogènes ou je sais pas, peu importe ta situation, ou que tu as vécu un décès, tu as vécu un viol ou peu importe, là, tu as des arguments en fait. Tu as des arguments. Quand on se rend compte, je sais pas si tu avais vu ça, en Syrie pendant la guerre, donc le Québec était un des pays qui a accueilli le plus de Syriens. On travaillait beaucoup avec eux, avec des enfants en atelier, des choses comme ça, des enfants traumatisés, post-traumatisés. Et on se rendait compte qu'il y avait plus de femmes qui développaient ou de l'endométriose ou une ménopause hyper avancée à 30 ans, ou des trucs comme ça, dû au traumatisme de la guerre. Donc là, tu te dis, mais en fait, le corps est... Et voilà, ça, c'est une influence émotionnelle, un choc émotionnel post-traumatique qui a une influence flagrante sur ton physique, et on peut l'expliquer. On peut l'expliquer tout simplement, c'est très logique en fait. Donc, ouais. Dans ce que tu dis, alors il y a plusieurs symboliques par rapport à l'endométriose. Mais tu as le livre de Habiter son utérus de Maud Renard qui vient un peu décoder les maladies gynécologiques. Et elle parle de l'endométriose, donc elle explique que c'est des cellules qui se développent en dehors de la cavité utérine. Et qu'il y a justement, tu vois, cette connexion, ça me fait écho à qu'est-ce qui, en fait, par rapport à immigrer, en fait. Et là, on est complètement dans ce truc où je vis un choc, où en fait, je quitte mon chez-moi, mon ancre. Je fuis quelque chose pour aller ailleurs. Donc c'est un peu une des symboliques, tu vois, dans l'endométriose, même si il y en a plein, mais peut-être qu'on pourra en reparler parce que ça faisait partie aussi
de mes questions, tu vois, quand on va attaquer un peu plus sur le féminin. Donc oui, on a vu voilà, l'alimentation. Est-ce que l'alimentation, c'est déjà suffisant? Ou est-ce que tu peux le faire aussi Donc là, par exemple, tu parlais des huiles essentielles. Donc il y a beaucoup l'olfaction. Est-ce que ça aussi, ça a des bienfaits? Oui, ça a beaucoup de bienfaits. Moi, j'ai toujours deux approches en fait avec les huiles essentielles. C'est une approche olfactive, on va dire. Donc un doudou olfactif qui te rappelle un endroit par ta mémoire olfactive, qui te rappelle un lieu confortable, sécuritaire. Parce que souvent, c'est ça, on se retrouve dans un lieu dans notre tête, ou un lieu physique où on n'est pas en sécurité, où on se sent pas bien. Donc c'est vrai que l'odeur, si elle te rappelle, si elle te ramène dans un lieu agréable, ça fonctionne très bien. Puisque le but est de faire baisser ton pouls et d'oxygéner ton cerveau à la base, c'est quand même ça. Et puis après, tu as une approche plus clinique, plus thérapeutique, plus dans le soin concret. J'ai un bobo, je sais pas, quand je travaille au CHU, c'est des greffes, c'est des plaies qui cicatrisent pas, ou un soin palliatif, c'est des trucs où... Mais l'olfactif est toujours là parce qu'en fait, tu vois que ça a une influence même sur une cicatrisation de greffe, en fait, ton état d'âme sur le moment. Rappelle-moi ta question. C'était justement par commencer à utiliser en fait, tu vois, les plantes. Là, on parlait de l'alimentation dans notre quotidien en fait. Même si tu disais, alors je crois que c'était en dehors du podcast, mais que l'huile essentielle, il fallait pas l'avoir tout le temps au final. Non, moi c'est plus des teintures. Bon, j'ai la chance encore une fois d'être à La Réunion, d'avoir des plantes fraîches, donc c'est sûr que je les utilise énormément. Mais les teintures, qui sont des alcoolatures, des extraits alcooliques, qui sont à... Il y a des gens à Paris dans un studio qui font des alcoolatures. Enfin, c'est la meilleure façon d'utiliser les plantes médicinales. Tu fais un rhum ou une vodka de 1 litre ou 2 litres, t'en as pour 6-7 ans d'utilisation et de conservation. Enfin, c'est quand même hallucinant, t'as besoin de rien acheter si tu connais les extraits de base à faire. Et c'est vrai que ça, après, moi je suis peut-être... je suis peut-être outillé et très à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps, mais quoique, parce que je me fais surprendre vraiment bien des fois. Mais je le vois quand j'ai besoin d'être boosté. Enfin, tu vois, boosté, ça veut tout et rien dire, mais quand mes glandes surrénales sont fatiguées, quand j'ai fait trop de sport et que j'ai trop tiré, j'ai pas assez bien dormi, je vis une période émotionnelle difficile, je digère pas bien. De toute façon, quand tu commences à pas bien digérer ou que tu dors pas bien, phase de sommeil profond, bah déjà tu te poses des questions en fait. Et là, oui, les plantes t'aident. Les plantes t'aident à fond, et les plantes ont toujours aidé en fait. Toujours, les animaux instinctivement cèdent. Le chat, il va se purger quand il sait qu'il faut qu'il aille se purger, c'est la même chose. Et c'est ancestral, c'est une des plus vieilles sciences en fait. Oui. Donc fonctionner à l'instinct, et il y en a qui vont dire oui, c'est facile à dire, mais si tu sais pas trop où t'en es et que t'es pas outillé, bah, tu confies ça à quelqu'un. Si la personne n'est pas mal intentionnée, mais t'oriente mal, et bah, tu te retrouves dans des directions terribles. Voilà. Donc je crois beaucoup encore une fois à s'informer sur son anatomie, comment on fonctionne, et les forums de discussion, les thèses. Enfin voilà, si tu t'intéresses à un sujet spécifique comme l'endométriose, tiens, par exemple, ou la digestion, le côlon irritable, toutes ces choses-là, les migraines, eh bien rien ne t'empêche d'aller sur internet, de taper migraine, thèse universitaire. Je sais, ça paraît compliqué, mais on passe tellement de temps à faire d'autres choses parfois énergivores et inutiles. Tu prends 1 heure par jour s'il faut pendant une semaine et tu vas lire une thèse sur la migraine. Et ben je suis sûr que tu vas sortir de là avec des outils pour toi. Endométriose pareil. Il y a plein de femmes qui ne savaient même pas qu'elles ont 3 familles principales d'oestrogènes, enfin, tu vois, qui ne comprennent même pas le fonctionnement des glandes surrénales et tout ça. Alors qu'une jeune fille devrait connaître ça, un jeune homme devrait connaître ça. C'est nous rééduquer. Ouais. Il y a tout. Il y a tout pour se rééduquer. Il y a vraiment... C'est très simple. Ouais. Tout est accessible à volonté. Les enfants ont accès à du porno aujourd'hui. Les enfants ont accès à des violences visuelles terribles. Tout est à 100% accessible. Donc, quelque part, oui, ouais, c'est une chance d'avoir l'accès à cette information. Et puis à côté, ouais, tu as toujours l'autre, le côté sombre, on va dire. Ouais. Et puis parler, enfin, tu vois, je crois beaucoup dans cette communication. J'ai l'impression que, encore une fois, c'est assez propre à l'Occident, parce que l'Inde, par exemple, a une vision tellement vieille de ça, de ce qu'on appelle le bien-être, qui veut rien dire d'ailleurs. Le bien-être, c'est un terme tellement luxueux. Quand tu parles de bien-être en brousse à Madagascar, les madames, elles te regardent et te disent « Pardon ?» Je sais pas
comprennent pas ce que ça veut dire. Et ça prend tout son sens à ce moment-là, en fait. Je sais plus ce que j'allais dire, mais moi, la vision est différente dans les autres pays. Enfin, très différente, en fait. Il faut juste réapprendre à... Je sais pas si c'est juste se rééduquer, mais la communication, enfin, tu vois. Après, il y a des gros blocages, tu vois. Je pense par exemple à l'Afrique de l'Ouest où quand tu te maries avec une troisième personne, souvent un cousin, souvent le cousin du mari, comme par hasard, qui lui est la tierce personne qui va être là quand il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'un couple, je te parle en brousse, hein, traditionnellement, en Guinée, au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tu ne parles pas des problèmes. Les gens entre eux ne parlent pas de leurs problèmes. Ça ne se fait pas en fait. Donc il y a toujours une tierce personne qui va venir. S'il y a un problème à résoudre, c'est officiel. Rendez-vous à 4h, aujourd'hui on parle des problèmes. C'est résolu, c'est pas résolu, on continue d'en parler. C'est résolu, ok c'est bon, on n'en parle plus, alors c'est fini. C'est vraiment une autre vision de la chose, donc il y a d'autres problématiques qui se posent, j'entends bien. Je veux vraiment pas blâmer et montrer du doigt l'Occident, pas du tout, mais il y a des façons de fonctionner qui marchent pas et on s'en rend compte, on se tape la tête contre un mur, donc à un moment donné il faut réagir. Et la communication, je pense qu'elle en fait partie. Enfin, tu vois, prendre sur soi, penser qu'une personne est malveillante parce que tu la regardes et voilà, tu vas agir de façon défensive, alors que si tu fais l'inverse, ben en fait, tu vas te rendre compte qu'elle n'est pas malveillante, tu la connaissais même pas de toute façon. Quelqu'un qui t'agresse en voiture, tu vas l'insulter de tous les noms, baisser la fenêtre. Eh ben pourquoi tu baisses pas la fenêtre, tu lui fais un sourire. Je suis pas en train de te dire on te met une claque, tu tends l'autre joue, mais n'empêche que, sérieusement, franchement, pour tester ça régulièrement, c'est trop bien. C'est excellent en fait. De voir comment les situations peuvent s'inverser, tu sais. Ça, j'y crois énormément. Et ça, c'est la communication. Et après, ben, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, chez une vieille personne, par exemple, une personne un peu plus âgée, très aigrie parce que tout le monde lui parle mal, lui la considère pas et tout ça, si toi tu la considères une fois, deux fois, trois fois, et peut-être qu'elle va se dire mais en fait les gens ils sont pas méchants, donc elle va se désaigrir, si on peut dire, et ainsi de suite. Ça, j'y crois terriblement. C'est comme planter un jardin. Après moi je te dis ça et j'ai le défaut de faire ça beaucoup à l'extérieur et moins pour moi. Voilà, cordonnier mal chaussé, mais n'empêche que j'y crois, ouais. Au moins pour la société. On va revenir un peu plus là par rapport au féminin, parce que tu as sorti une formation dédiée aux femmes qui se nomme les plantes amies des femmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors encore une fois c'est une approche très globale, c'est-à-dire que je parle pas que de plantes. La première partie de la formation c'est de l'anatomie, comprendre son système endocrinien, comprendre comment une émotion affecte tes hormones, et pas que tes oestrogènes et ta progestérone. Comprendre ces 4 cycles, même s'il doit certainement y en avoir plus, mais comprendre tes phases en fait. Beaucoup de femmes qui ne les connaissent pas. Ça c'est fou que moi, imposteur que je suis en tant qu'homme, voilà, je puisse partager des outils par rapport à ça. Des fois je ne suis pas toujours à l'aise, mais en même temps c'est une vision, c'est un œil extérieur. Et puis des plantes de base et des recettes de base en fait. On parle beaucoup d'achillée millefeuille, on parle beaucoup d'ortie au quotidien, on parle beaucoup de mélisse, on parle beaucoup de choses comme ça, de marjolaine à coquille, de camomille noble, des choses de base. On parle beaucoup de plantes antispasmodiques parce que voilà. Mais là encore une fois, le côté antispasmodique, si tu as des crampes, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, donc il faut aller creuser au fond. Mais voilà, la plante antispasmodique qui calme le spasme, elle peut quand même te rendre un grand service quand tu es plié en 4, que tu peux pas fonctionner. Mais tu vois, toute cette notion de productivité de la femme, moi ça me rend fou, mais même de la part du compagnon, ou de la compagne, ou de celui qui accompagne la femme avec qui on vit. C'est terrible en fait, c'est terrible de se dire que à un moment où tu devrais te poser et être tranquille, et ben en fait pas du tout, il faut que tu sois productive et dans ce cas là tu t'épuises et tout ça. Ouais. Donc c'est pas facile. Société patriarcale. Oh ouais, à 100%. Ouais. Et donc la formation, tu vois, c'est une formation qui aurait pu durer, je sais pas, 12 jours et qui dure je sais plus combien d'heures. Mais l'idée c'est d'installer, de proposer des réflexions et de partager des recettes et des outils et des expériences en fait. C'est vraiment ça. Et pourquoi du coup tu as voulu commencer avec les femmes? C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai grandi sans maman, c'est peut-être ça. Enfin, je ressens ma maman comme 2 gouttes d'eau, je le sais. Je me suis identifié à elle toute ma vie, évidemment. Toute ma vie, je continue d'identifier à elle. Un peu plus calmement maintenant, mais peut-être pour ça.
tu vois, des relations amoureuses assez mouvementées suite à voilà, un manque évident de maman. Ça a pris du temps à ce que ça se pose et que je comprenne. Et étonnamment, en fait, alors après c'est mon chemin de vie, c'est assez intime et personnel, mais j'ai toujours été en présence de femmes qui avaient énormément subi d'abus. Et ça a fait que j'étais obligé de me poser la question sur l'homme, en fait, puisque je représentais celui qui avait abusé, tu vois. Peu importe ma douceur, peu importe, je suis un homme. Donc à des moments de panique ou autre, eh ben, je représente l'homme. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, mais dès ado, en fait. Ma première amoureuse, la première personne avec qui, voilà, première amoureuse, elle s'était faite violer à répétition, enfin tu vois, et donc quand on s'est rencontrés, ben, puis j'ai été élevé par un papa très féminin, donc je pense que dès le départ c'était bon, je suis un homme, je vois ce qui se passe dans le monde, c'est pas normal, je rencontre des femmes, comment est-ce que je peux comprendre le cycle. Je me suis intéressé très tôt à essayer de comprendre le cycle. Ça t'a aidé? Ouais, je pense, ouais. Ça m'a posé beaucoup de questions, ça m'a mis dans des situations assez particulières, mais à un moment donné, vraiment ma masculinité, je l'enterrais complètement. Ça fait pas longtemps du tout que j'assume pleinement d'être un homme et que je trouve ça très beau. Tant dans la sexualité que dans plein de choses, en fait, ça a pris vraiment du temps. Parce que trop de traumatisme, en fait, autour. Beaucoup trop de fausses croyances, beaucoup trop malheureusement. Mais je pense que c'est important, ouais. Je pense que tout homme doit comprendre le cycle féminin, ouais. Je te dis pas voilà, on n'est pas là pour sauver, on n'est pas là pour. Mais on est là pour au moins tendre la main s'il y a besoin, accompagner s'il y a besoin, préparer une tisane s'il y a besoin, enfin tu vois. C'est simple, c'est pas compliqué. Et puis ça montre que tu as une attention. Ah tiens, j'ai l'impression que tu vas être dans ton cycle dans pas longtemps. Ah ouais, ah ben en effet ça fait un mois, voilà. Et tu es présent dans ce moment cyclique. Ouais, ça permet de comprendre l'autre, ça permet d'avoir de la communication hyper claire, hyper consciente. Et puis de voir surtout qu'il y a des personnes qui vivent pas ce qu'on vit. Alors après on nous parle de ça me fait un peu rire tout ça. Enfin, tu vois, on est rentré dans une période où le féminisme est hyper important. Pour moi, féminisme, ça ne veut absolument rien dire puisque c'est une évidence même. Pourquoi on a dû nommer féminisme? On parle d'égalité, mais c'est pas de l'égalité, c'est de l'équité. Tout ce côté féminin sacré, sexualité sacrée, c'est génial parce que ça met en avant des problèmes qui sont ancrés depuis longtemps et on n'en parlait pas. Mais en même temps, il y a de la dérive complète. Enfin, tu vois, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller jusque-là alors qu'en fait, c'est de l'évidence même. C'est assez fou. Tu vois, est-ce qu'une femme a besoin absolument de s'afficher sur toutes les photos avec les aisselles non rasées et vraiment en avant et de le montrer par revendication? Non, l'homme a comprendre qu'il n'y a aucun problème et que c'est son corps et qu'elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Si elle veut se raser, elle se rase. Si elle veut pas se raser, elle se rase pas. Mais ça crée, tu vois, de ce genre de déséquilibre dans la société. Montréal est un bon exemple d'ailleurs de ville pour ça. C'est la ville des extrêmes. Où c'est ça, tu as des extrêmes de partout, comme un peu aux États-Unis, je pense. Ça, on n'a pas trop ça en Europe. Peut-être vers Londres et tout ça, mais encore là, c'est anglophone. Mais le côté francophone, on connaît pas ça en fait. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, ouais, c'est sûr. Oui, et puis en dehors du cycle menstruel, je pense que ça reconnecte aussi juste à l'énergie féminine qu'un homme porte aussi en lui. Oui, c'est ça, tu fais bien de revenir là parce que je me suis garé. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'en plus, là, il y a eu aussi tout un moment où on disait oui, mais les hommes aussi vivent des cycles et tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais les hommes ne saignent pas tous les mois, enfin, déjà, et les hommes ne choisissent pas un ovule tous les mois et tout ce qui s'ensuit. C'est pas pour dénigrer ou pour mettre plus ou moins, mais il y a une réalité que la femme conçoit, tu vois, et porte. Et ça, je pense que ça, c'est simple. Il n'y a pas à se poser de questions encore une fois là-dessus, c'est une réalité. Et puis même, tu vois, une plante est basée sur les mêmes cycles. Les marées sont basées sur les mêmes cycles. Je veux dire, la lune, à un moment donné, il faut juste... Voilà, tout est basé quand même là-dessus. Tout. Ouais. T'en avais déjà un petit peu parlé, t'as déjà cité quelques plantes alliées du féminin. Est-ce que tu peux en reciter peut-être quelques-unes ou revoir celles que tu as déjà citées et aller un petit peu plus loin justement, qu'est-ce qu'elle apporte à la femme? L'ortie, je pense, c'est quand même la plante de base à boire
au moins pendant une semaine par mois, je pense si c'est possible. On peut la cultiver partout, elle pousse partout à travers le monde. Parce que c'est une plante reminéralisante et en fait le problème de nos sociétés c'est que tu cours vers de la productivité et forcément ton système endocrinien il va pomper dans tes réserves en fait. Donc il suffit que tu aies un flux sanguin trop abondant ou que tu aies une non-acceptation de ton cycle aussi, ça arrive assez souvent que saigner t'en peux plus ou que ton partenaire te montre que il te désire pas quand tu saignes ou toutes ces choses là qui font que dans la société que tu as peur d'être taché, tu es dans une robe blanche et là tout ça c'est anxiogène mais à un point. Quand tu y penses, c'est hallucinant. Et tout ça, ça prend forcément dans tes ressources, là on va parler très, très terre à terre, mais de magnésium, de fer, de phosphore, de vitamines, d'oligo-éléments, d'acides gras essentiels, on l'oublie trop souvent. Que les acides gras essentiels ont un rôle, ils graissent la machine et les mécanismes vraiment. Donc l'ortie, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça c'est super intéressant. Ou toute autre plante reminéralisante. Après, boire des tisanes, c'est sûr que voilà, c'est une routine hyper importante, je pense. Parce qu'en fait, il y a le principe de cristallisation ce qu'on appelle des toxines. Quand on parle d'acidité, ça ne veut pas dire grand-chose dans le corps, malheureusement. Les gens te parlent souvent de « oui, ça c'est acide, ah oui, je fais de l'acidité ». Non, il faut aller plus profond. On cristallise des acides gras saturés, par exemple, donc des mauvais gras. On cristallise du stress que l'on a vécu et qui fait que notre corps essaye d'éliminer un surplus d'adrénaline ou de cortisol ou des choses comme ça. On essaye, notre corps élimine tous les jours, 24 heures sur 24, surtout le soir. Donc c'est sûr que c'est une véritable usine de tri sélectif, dépurative. Extraordinaire. Hallucinante complètement. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on disait ? Tu disais que le soir, oui, c'est ça. c'est là où c'est le plus important pour le corps parce qu'il nettoie beaucoup. Oui, et puis boire des tisanes, ça va t'aider à ça, sur le côté aller plus faire pipi, en fait, diurétique tout simplement, vu qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'éliminer les toxines, donc c'est sûr que des routines de tisanes, c'est bien. On peut en consommer tous les jours des tisanes ? Ouais, absolument. Il faut juste choisir tes plantes. Après, tu vois, tu as encore une fois ces deux visions, le côté réconfortant, agréable, doux, sucré, citronné, souvent. Donc verveine citronnelle, mélisse officinale, écorce d'orange, écorce de n'importe quel agrume, tout ça c'est hyper réconfortant. Pas nécessairement apaisant, il y a des gens que ça excite le soir, mais c'est réconfortant, ça fait du bien, c'est rassurant. Et puis après, tu as des plantes plus qui travaillent comme des plantes curatives, mais c'est sûr que je pense qu'en tant que femme, par exemple, la marjolaine à coquille est une plante qu'on ne peut pas mettre de côté, parce qu'elle t'aidera à avoir un bon sommeil quand tu as un mauvais sommeil, elle t'aidera à calmer tes spasmes quand tu as des douleurs. Les basiliques, c'est pareil, tous les basiliques, sans exception. Tous les basiliques sont hyper efficaces, c'est pas pour rien qu'on les retrouve partout à travers le monde. Parce qu'après, tu vois, au jour d'aujourd'hui, on se perd dans encore une fois trop de choix. Alors là, maintenant, on va chercher des plantes adaptogènes. Ça veut rien dire une plante adaptogène. Si on s'intéresse à ça, il y a Christophe Bernard de Altea Provence qui était... Moi, j'ai pas eu la chance de l'avoir comme professeur à l'école des plantes de Lyon parce que je l'ai faite il y a trop longtemps, mais maintenant il enseigne là-bas. Bon, il a Altea Provence qui est son école déjà, qui est, pour moi, c'est un des piliers de l'herboristerie en Europe. C'est un monsieur assez extraordinaire. Et voilà, il en parle, il suffit de regarder sur YouTube. Altea Provence, plante adaptogène, il y a 2 épisodes, une espèce de podcast vidéo, où il explique d'où ça vient, et tu te rends compte que ça vient des Russes, et tu te rends compte qu'à l'époque, c'était l'époque des goulags, et dans les pays froids, ils avaient réalisé que certaines plantes pouvaient, comme le rhodiola par exemple, qui a besoin d'hiver, pouvaient permettre aux personnes de travailler plus longtemps dans des conditions extrêmes. À la base, c'est ça le principe, c'est-à-dire que des plantes permettaient de soutenir finalement le corps dans une situation extrême. Et les personnes qui étaient hyper épuisées se retrouvaient dynamisées, et les personnes qui étaient hyper nerveuses, hyper colériques se retrouvaient apaisées. Donc là, il y a eu des études, là on parle de 1900 et quelques, c'est pas vieux. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en Inde, ce principe-là n'existe pas vraiment. Alors qu'aujourd'hui, les plantes adaptogènes les plus vendues viennent d'Inde, l'ashwagandha, basilic sacré, entre autres, le ginseng ou d'autres racines comme ça. En Inde, ils vont dans du spécifique, dans du détail. Chaque plante a une activité, des propriétés actives. Et ça me parle plus parce que voilà, on parle beaucoup de plantes adaptogènes pour la femme, mais ok, mais quelle plante adaptogène ? Et il y en a qui vont te dire, non, mais la rhodiola ça marche pas, prends de l'ashwagandha. Non, non, justement, non. Trouve un bon conseiller ou renseigne-toi bien, mais
faut pas prendre ces choses-là à la légère, je pense. Et encore une fois, la base, c'est si tu te connais bien, si tu sais comment tu fonctionnes et que tu comprends ce qui se passe, et tu comprends tes faiblesses, et bien là, après, tu peux avancer vers un échange avec un thérapeute, avec une thérapeute, avec n'importe qui te semble de confiance, avec des bonnes connaissances. Parce que le meilleur des thérapeutes, la meilleure des thérapeutes a besoin de son patient, de son client, pour créer. En fait, le diagnostic se fait à deux. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. L'Inde, encore une fois, est un bon exemple, je trouve, de ça. Mais l'Ayurveda, en effet, est un magnifique exemple pour ça. Mais tu vois, là, par exemple, dans la formation, moi, je parle d'une synergie pour la femme, voilà, qui passe partout. C'est une synergie de 5 huiles essentielles. Bah, tu te fais un 100 ml, tu en as pour 5-6 ans, et puis bah, c'est une bouteille qui est chez toi. Ça rendra service, c'est sûr. Ça va pas résoudre les problèmes, ça va rendre service. Moi, je crois beaucoup aux rituels. Alors, le mot routine en français marche pas trop, mais je crois beaucoup aux habitudes. Tu vois. Pareil. Ouais, non, c'est... Bon, après, on est des êtres routiniers, hein, et c'est important, oui. Mais c'est ce que j'allais te dire aussi, même rien que dans le fait de... Quand tu prépares ta tisane, je trouve qu'il y a déjà même ce rituel aussi qui se crée. Et rien que ça, des fois, ça peut déjà faire un premier pas, en tout cas une première intention de reconnexion, transformation en fonction de chacun de ce qu'on recherche. Ouais, absolument. Mais on le fait en plus inconsciemment. Bon, moi j'ai pas d'enfants, mais on va imposer à nos enfants des routines, alors que nous, le soir, on s'en fiche, on change tout le temps. Alors, je te dis pas d'être rigide, puisque la pire des choses, c'est, je pense, d'être rigide et de se dire oh, là j'ai pas réussi à faire mon sport. Il y a des gens qui sont tellement stressés. Les gens qui méditent, j'en ai jamais vu des fois des aussi stressés que des gens qui font du yoga ou qui méditent. Puis tu vois, ils ont pas pu faire leur séance et alors là c'est la fin du monde. Et là tu te dis non mais ça marche pas en fait. Vaut mieux que tu fasses pas de yoga mais que tu prennes du temps pour toi et regarde un coucher de soleil, je sais pas. Mais ouais, rituels, j'y crois beaucoup. Et des rituels qui peuvent paraître ridicules aux yeux des autres, j'y crois encore plus. Tu as des rituels que tu peux nous partager? Un rituel que je peux vous partager, intéressant. Qui te fait du bien? Ouais, ben, mes prières, tu vois, moi je prie, j'adore prier. Et c'est juste, voilà, je suis pas religieusement croyant, c'est-à-dire que je nomme pas un dieu, mais j'adore communiquer avec je ne sais qui, je ne sais quoi, et lui expliquer des choses, lui demander des choses, et le remercier en fait. Ça c'est pareil, mais même dans la religion c'est comme ça, on va aller vers Dieu X, les dieux, quand ça va pas. C'est fantastique. Alors que plus le temps passe là, et plus je rencontre des gens qui ont la foi, et des gens qui sont beaux, des bouddhistes, des animistes, des catholiques, des protestants, des musulmans et tout ça, des juifs. Et plus je me rends compte qu'ils partagent tous la même chose en fait. Qu'il faut arrêter d'aller vers Dieu comme une béquille quand ça va pas en fait. Mais quoi de plus beau que tous les jours quand tu te lèves, remercier. Après, c'est peut-être parce que je travaille avec des gens qui sont vraiment parfois dans des états mais durs à accepter, physique, mental, et le reste. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui galèrent dans la vie là. Ouais. Et qui sont beaucoup plus reconnaissants souvent que ceux d'ailleurs qui ne galèrent pas. C'est l'exemple de tous ces pays en guerre. J'ai beaucoup travaillé dans des camps de réfugiés kurdes en Grèce par exemple, ou au Maroc quand il y avait des complications dans le sud du Maroc. Et tu voyais que c'était là où les enfants, je sais pas moi, ils jouaient en fait. Ils jouaient, ils étaient reconnaissants chaque matin, il y avait des prières pour le repas, il y avait des prières pour... Et j'y crois beaucoup à ces petits rituels, ouais. C'est sûr. De gratitude, de remercier la vie, que tu es en bonne santé, que ça va bien. Petit rituel que je fais moi, je sais pas, ça dépend. Je sais pas si je peux en nommer un en particulier. C'est une bonne question par contre. Parce que là, c'est pas vraiment un rituel, les petites prières. Mais... quelque part, si. Ouais, ça pourrait être... Le matin, par exemple, moi je suis une grande adepte, tu vois, des routines matinales. Je trouve que, je sais pas, il y a une énergie de dingue. Moi j'adore me lever tôt, et puis le calme, l'ambiance. Et là je trouve que c'est vraiment, il y a un truc sacré, tu vois. C'est comme une renaissance à chaque fois, quoi. Chaque matin
tu renais à chaque fois, enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est beau, ouais. Oui, puisqu'un matin, ça se trouve, tu vas pas te réveiller. Enfin, tu vois. Ouais. Mais après, ce que je trouve bizarre, et c'est encore une fois, je veux pas montrer que je suis contre l'Occident, attention. Mais c'est très occidental ce côté de vouloir catégoriser, mettre dans une case. Alors, quand tu commences à faire des petits rituels, petites pratiques, ou de dire sacré, et ben là, t'es où un hippie, t'es où un marginal, t'es où... Mais en fait, non, tout le monde vit, tout le monde a la chance d'avoir une vie. Et voilà, quoi de plus beau que de se dire que gratitude, je suis vivant, merci, je suis entouré d'êtres vivants, et il n'y a rien d'extravagant, ça, je pense. Ouais. On revient justement par rapport aux femmes. Donc, on rencontre justement là, enfin, peut-être qu'il y en avait déjà avant, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'endométriose. Hein. Voilà, moi, j'ai fait aussi une série de 3 épisodes là-dessus. Enfin, je trouve que ça devient limite même un fléau. Il y a tout le monde qui connaît au moins une femme autour de soi qui est atteinte d'endométriose. Après, il y a aussi d'autres troubles gynécologiques, syndrome prémenstruel, etc. Comme d'autres maladies aussi, il n'y a pas que l'endométriose, SPOC, adénomiose, etc. Et en quoi les plantes, elles peuvent nous aider à nous accompagner quand tu es dans un processus de mieux-être et de guérison. Alors après la guérison, ça encore ça pourrait être un épisode de podcast. Moi en tout cas dans ma démarche, dans ma foi, tu vois, je suis dans un processus, en tout cas dans un chemin vers la guérison. Voilà. Les plantes m'aident beaucoup, mais j'aimerais quand même avoir aussi toi ta vision, et puis peut-être que tu accompagnes déjà aussi des femmes qui sont atteintes. Ouais, beaucoup. Énormément en fait. Après, encore une fois, tu as 2 approches, c'est-à-dire que dans la gestion, parce que c'est déjà anxiogène en fait. Donc de toute façon, sur la gestion du stress, on se rend compte qu'à la base, c'est essentiel. Et donc là, prendre des plantes dites narcotives, sédatives, des plantes apaisantes, du pavot, du coquelicot, tu vois, tout ça, ça va être intéressant. Mais encore là, il faut trouver celle qui te correspond. Parce que moi, par exemple, la valériane ou la camomille, ça m'empêche de dormir. Alors qu'on les met en avant comme des plantes qui vont favoriser le sommeil. Moi, pas du tout. Donc il faut déjà ne pas oublier que chaque personne est unique et différente. Et j'avoue que la marjolaine à coquille est celle qui passe vraiment partout. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'effet miroir, comme on dit, pas de risque de surprise. Dans ce genre de situation, je ne crois pas que les plantes peuvent t'aider seules. C'est pas possible en fait. Tu vas calmer un spasme par une plante, tu vas calmer une infection, tu vas calmer une attaque virale, oui, c'est d'accord. Mais le reste, c'est des... Donc là, on parlait de routine, alors routine sans mot péjoratif, mais sans signification péjorative, mais de prendre 3 semaines, c'est le minimum, et de t'attaquer au fond du problème pendant 3 semaines. Et c'est bien parce qu'en fait, ça te permet déjà d'avoir... moi, je le mets même sur le calendrier. Tu as une date de début, une date de milieu, une date de fin. Et pendant ces trois dates importantes, tu fais des bilans en fait. Tu fais un bilan au début que tu écris, je me sens comme ça, voilà, je viens d'être diagnostiqué avec ça, c'est ça qui se passe au niveau physique, je vais essayer ça. Et ben alors, 1 semaine et quelques, 10 jours plus tard, ça fait 20 jours, 10 jours que je prends ça, je me sens comme ça, et ainsi de suite. 3 semaines, 1 mois plus tard, et ben tu fais un bilan final et tu regardes si ça avance ou pas. Plutôt que de prendre des choses en pensant que c'est bon et ça va dans le vide et tu vois pas de résultat. Mais c'est sûr que moi j'aurais toujours une approche, vraiment la partie oligo-éléments, acides gras essentiels, minéraux, vitamines, et la partie gestion du stress, si c'est pas des plaies, si c'est pas des choses comme ça. C'est sûr. Alors dans l'endométriose, c'est sûr qu'après il y a tellement de choses qui sont là-dedans. Le problème là-dedans, c'est que il y a des femmes qui pensent qu'elles ont fait un bilan hormonal, donc elles sont rassurées et elles basent tout sur leur bilan hormonal. Alors que déjà un bilan hormonal chez une femme n'est pas fiable, mais comme chez un homme, c'est pas fiable puisque ça change demain. Je te fais une prise de sang maintenant et demain tu n'auras pas du tout les mêmes taux, j'ai envie de dire. Donc je trouve ça catastrophique que la médecine moderne, et je critique pas du tout la médecine moderne, mais il faut savoir faire lire en fait et interpréter ces prises de sang, ces bilans hormonaux. Pour moi, une femme déjà devrait faire 4. Enfin, voilà, tu es diagnostiqué avec de l'endométriose, tu fais 4 bilans hormonaux par semaine, tu en fais 1 par semaine en suivant ton cycle. Et tu fais lire ça de la bonne façon. Et
déjà ça peut te permettre d'avancer. Si tu réalises qu'il te manque des oestrogènes, eh ben allons-y. Bourgeon de framboisier par exemple en gémothérapie. Juste du framboisier si tu habites en Europe et que tu as accès à du framboisier. Si tu n'habites pas en Europe, tu en commandes. Vive la technologie pour ça, faut en profiter. Le framboisier est l'exemple même de la plante qui favorise la production de certains oestrogènes dans les grosses familles. Et voilà, il y a plein de femmes qui ne savent même pas si c'est au niveau progestérone ou oestrogène ou autre inflammation. Donc c'est sûr que ça, ouais, là, une fois que le diagnostic est clairement posé par un professionnel ou par toi qui est suffisamment informé, là tu peux avancer en fait. Et voilà, des huiles comme la bourrache et l'onagre, alors je sais qu'elles ont été à la mode, qu'on en a parlé, et on va se dire ah oui, onagre, bourrache, j'en ai entendu parler. Oui, mais c'est vital, c'est hyper précieux. Et là, dans ce cas-là, on ne pense pas parce que souvent les gens se disent oui, mais je vais prendre du poids, c'est du gras. Non, c'est du bon gras, tu vas pas prendre du poids. Et c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe par jour. C'est pas les petites gélules que tu achètes là à 30 € la petite boîte, non. C'est terrible. Avant, l'onagre et la bourrache se trouvaient en vrac assez facilement. Là, c'est un peu plus difficile, mais on peut encore les trouver. Mais comme c'est à la mode, et ben voilà, il faut faire un peu d'argent dessus. Mais ça, j'y crois beaucoup, moi, prise d'acides gras essentiels comme ça, oméga 3, oméga 9. Tu vois les changements, en fait. Et là, en 3 semaines, tu vois le changement. Et si tu le vois pas, eh ben, tu vas vers autre chose, parce que c'est ça. Et selon toi, qu'est-ce que ça amène à la femme, justement, de se reconnecter à sa nature cyclique? Alors ça reprend un petit peu, peut-être quand on parlait justement du féminin sacré, du cycle menstruel, voilà. Bah, ça apporte une non-culpabilité, je pense, déjà. Une fierté. Moins fautive. Moins fautive, non mais ça c'est... On la porte, hein, la pancarte au-dessus de la tête. Ouais. Non mais c'est hallucinant, tu vois, là j'ai un exemple d'une amie que j'aime beaucoup, qui est, je trouve, magnifique en plus, comme en société, tu vois, les gens se retournent vers elle, elle attire. Elle attire le regard, elle est belle, elle est intelligente, souriante, brillante, tout ce que tu veux. Et elle est ronde. Et donc elle a souvent des commentaires d'amis proches qui vont lui dire « Ah, t'as grossi, tiens, oh, t'as grossi ». Et elle, ça la travaille. Et là, elle m'a raconté qu'elle a revu quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, mais qu'elle connaît à peine, quelqu'un qu'elle a croisé dans ses connaissances, et qui lui a dit « Mais t'as grossi ». Et en fait, elle me l'a raconté 2 jours plus tard. Donc ça veut dire que pendant 2 jours, elle a pensé à ça. Le gars, tu t'en doutes bien que lui, il n'a pas pensé à ça. Au contraire, il s'en fout complètement. Il a fait juste dire une phrase, mais cette phrase a impacté l'émotionnel et le physique de cette personne, de mon ami, pendant 2 jours. Mais en fait, ces 2 jours, ça fait peut-être des années qu'elle vit avec ça. Et que donc sa relation avec son corps est faussée, que sa relation avec la nourriture est faussée, alors qu'elle est magnifique, point final. Et j'ai envie de dire que tout le monde a ça en fait. Et c'est sûr que le fait de reconnecter entre guillemets à ça, et c'est pour ça que voilà, féminin sacré et tout ça, moi j'ai une limite à accepter ce terme, parce qu'en fait c'est une évidence même, enfin, la mère de toute façon, et pour toutes les cultures, je sais pas pourquoi en Occident c'est aussi bafoué quelque part, mais, et précieuse et sacrée, mais le fait de comprendre ton cycle, de t'y intéresser, de partager ça avec la personne qui partage ta vie ou même tes proches, ça fait que ouais, moins fautive, moins coupable, moins d'anxiété, tu dors mieux, tu manges mieux, tu digères mieux, enfin tout en fait, tout. C'est terrible, mais c'est quand même ça. Ouais. Puis la démarche est intéressante, je pense, dans tous les cas, tu vois. Quelqu'un qui a de l'arthrose, par exemple, qui est diagnostiqué avec de l'arthrose, là j'ai un ami coureur qu'on lui dit, il a 32 ans, il a de l'arthrose aux mains. Ouais, mais pour lui c'est une fatalité. Moi je lui ai dit, mais non, justement, va lire, va t'informer, et le simple fait que tu lances à l'intérieur de toi une démarche, pouvoir de l'intention quand même. C'est ça, oui. C'est costaud, hein. Mais ouais, comme tu dis, ça te reconnecte vraiment à ton pouvoir personnel, quoi. Et plus peut-être par moment où tu subis, quand tu as une maladie, quand tu perds la santé, quand tu as des troubles physiques ou un handicap ou autre. Et du coup, tu te dis, bah en fait, non, là, je redeviens acteur quelque part de ma vie et je peux agir. C'est hyper puissant. Ouais, vraiment. Et puis c'est beau, tu vois, parce que en fait, souvent on va faire des compliments à des gens, on va leur dire waouh, mais t'es vraiment une battante, ou waouh, t'as vu comment tu réussis, mais comment tu fais pour passer toutes ces épreuves et tout ça, mais la personne elle croit en elle. C'est tout, des fois ça dépend.
selon l'éducation que tu as eue et tout ça, mais enfin, comment est-ce qu'on peut être vivant et ne pas croire? Enfin, tu vois, c'est ça que j'ai envie de humblement essayer de partager dans des communications, des formations. C'est hyper important en fait. Et on le fait avec les enfants. Enfin, tu vois, j'ai commencé par des ateliers avec les enfants, des enfants normaux, entre guillemets, des enfants hypersensibles, des enfants en soins palliatifs, des enfants de la DAS, avec Clowns sans frontières et d'autres. Et dans un groupe d'enfants, de 10 enfants, tu vois tout de suite en fait. Et même au niveau social, surtout en France, on va mettre l'accent, même à l'école, sur la cohésion de groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit vraiment favoriser celui qui se sent exclu. Et ben il faut l'aider à qu'il se sente inclus. Amour de soi, confiance en soi et le reste. Valorisation et le reste. Et c'est exactement ça en fait. Tu m'étonnes qu'il y a des gens, mais la ligne est tellement sensible, enfin, on en est rendu à se sentir coupable de sentir de l'anxiété, coupable à sentir qu'on ne sait pas manger parce qu'on a peur de grossir. Donc en plus déjà à la base, c'est pas sain ce que tu sens, mais en plus toi tu te sens coupable, donc tu ajoutes ça. Oh. Alors que sentir tout ça c'est normal, il faut juste être conscient que tu peux t'en sortir juste avec ta tête. Ouais. Juste avec ta tête, t'as besoin de rien, t'as pas besoin de plantes, t'as besoin de... Carrément. Tu vois ? Le mindset. Travailler sur les croyances aussi. Ouais, voilà, il y en a encore qui vont dire c'est hyper facile ce que vous dites, vous êtes outillés, mais voilà, moi j'y arrive pas. Et là les plantes t'aident, mais n'empêche que juste d'avoir conscience que c'est dans ta tête. Moi j'ai plein d'exemples comme ça, un peu intimes, mais... Tu veux nous partager ? Ouais, j'en ai un qui est quand même parlant et qui va parler à tout le monde, je pense. Mais tu vois, moi, dans une nouvelle relation, la personne s'en va. Moi, hyper inquiet à des moments parce que voilà, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que la personne va, je sais pas, me tromper, ne plus m'aimer ou autre chose. Donc là, je prépare un message. Comme elle a pas donné de nouvelles, ben, je me dis, je trouve ça compliqué, je sais pas si je vais être capable, c'est pas pour moi. Là, un long message où je dis que finalement, quelque part, ben, j'en peux plus, c'est fini. Ouais. Je parle avec mon frère qui me dit non mais attends. Est-ce que tu réalises que tout ce que tu viens de dire, c'est dans ta tête, ça n'existe pas. Envoie-lui un message pour lui montrer que tu as hâte de la voir et que tout va bien. Et en fait, tu fais ça et tu vois l'autre personne en face qui réagit d'une façon tellement belle et tu te dis mais attends, en fait, j'allais t'envoyer une bombe en te disant que, enfin, tu vois, que c'était fini, alors que tout ce que tu voulais, c'était que je t'envoie un message pour te dire que je suis là et tout va bien. À partir de là, tu te dis ouais, en fait, notre tête, on peut... Ah bah, elle nous raconte plein de choses. Ouais. On a plein de perceptions, visions, on est chacun dans notre monde et oui, après, voilà, il y a tout ça qui rajoute. C'est sauvage, ouais. C'est pas évident. Non, c'est non. pas facile. Non, Ça, c'est vrai qu'il faut être honnête, quoi. Même quand pour les personnes, voilà, qui viennent te voir et qui ont ce processus, qui veulent travailler avec toi, et même des gens qui sont très anxieux ou autres, bah... Enfin, moi, en tout cas, dans mes accompagnements, c'est ce que je dis, c'est que c'est un processus qui est long, ça prend du temps, et puis ça demande d'être bienveillant envers soi-même, parce que, bah ouais, c'est pas facile, en fait, de déconstruire, d'enlever les couches de l'oignon pour aller chercher au fond de soi, voilà, et libérer des choses, guérir des choses. Ouais. C'est beau, hein. Mais carrément. Mais c'est là où c'est quand même fort, parce que du coup, tu peux arriver à en prendre conscience. Et puis, bah, par exemple, là, ton frère aussi. L'entourage aussi, hein. L'entourage est important parce que l'entourage va aussi influencer tout ça. Et là, du coup, bah, ça a switché aussi la vision que tu avais. Ah oui, complètement. Ouais, puis il y a plein d'exemples comme ça, en fait. Mais même dans la société, cette histoire de la personne qui vient t'agresser, tu penses... En fait, tu réagis avec un sourire et tu te rends compte qu'elle était juste pas sûre d'elle. Elle avait une apparence physique qui montrait de l'agressivité, mais alors qu'en fait, dans sa tête, pas du tout. Voilà, on est extrêmement masqué dans la société, extrêmement camouflé derrière des masques et des costumes, donc interpréter juste la partie externe, c'est compliqué. Hein. Ouais. On sait pas ce que les gens vivent. C'est ça. Donc, j'avais cette question, justement, j'avais écrit on sent qu'il y a en toi, voilà, cette intégration, cette énergie féminine. Mais tu l'as déjà dit un petit peu, est-ce que ça a toujours été le cas, ou justement c'est vraiment ton parcours pro ou peut-être personnel qui t'ont amené, voilà, sur ce chemin initiatique de reconnexion vraiment avec cette énergie féminine? Non, je pense que c'est mon histoire. Enfin, mon frère a ça, mon père a ça. On a grandi tous les trois. Mon père a perdu la femme de sa vie, moi j'ai perdu ma mère, mon frère a perdu sa mère.
Les trois on porte ça. Comme je te dis, que ce soit mes amis, moi j'ai plus d'amis femmes que d'amis hommes. J'ai pas beaucoup de très bons amis hommes, j'en ai quelques-uns, mais c'est des hommes hypersensibles. Et voilà, la plupart avaient vécu des histoires très compliquées, donc c'est sûr que ça m'a fait me questionner très tôt sur pourquoi la femme à travers le monde subit autant. Pourquoi est-ce que c'est normal qu'un couple qui paraît si équilibré, si beau aux yeux de tous, le soir quand ils arrivent dans le lit et qu'elle n'a pas envie de faire l'amour, mais que lui oui, elle accepte de faire l'amour sans se poser de questions, parce que c'est normal, alors que c'est un des plus gros déséquilibres qui soit. Que lui ne soit pas capable de ressentir qu'elle n'ait pas envie de faire l'amour, on s'entend bien. Je trouve ça complètement hallucinant, enfin je trouve ça même violent, et comment tu peux te permettre en fait de... C'est une sorte de viol. Attention, je ne suis pas en train de dénigrer le viol, mais c'est quand même une sorte d'agression. Donc ouais, ça m'a toujours porté à réflexion, toujours. À un moment donné, c'était pas, comme je te dis, c'était pas très simple pour moi, je pense, parce que je mettais en arrière ma masculinité, alors que c'est très beau être un homme. Mais voilà, là, tu vois, j'ai 42 ans, ça a pris du temps, quoi. Mon Dieu. Ouais. Et après, c'est pas fini, je pense. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit toujours, on apprend toujours, on évolue toujours. Mais déjà, je trouve que c'est beau déjà de reconnecter justement à ça. Et puis à rééquilibrer, comme tu viens de dire. Au final, tu as rééquilibré aussi ton énergie masculine. Donc, ouais, grâce à des personnes que j'ai rencontrées aussi, qui m'ont montré que c'était beau être un homme et qu'il n'y avait pas à se sentir coupable toujours. Mais je pense vraiment dès petit, ça a été ça. Mon père y est pour beaucoup. Je pense que tu vois mon père aujourd'hui, voilà, il est très maniéré, très expressif émotionnellement, on va dire. Est-ce que tu penses créer un jour une formation dédiée aux hommes, justement? Ça pourrait être les plantes alliées des hommes. Ouais, on y a pensé, parce que je travaille avec Arnaud Lecomte, qui est un aromathérapeute à La Réunion, ancien pharmacien. Puis on y a pensé, lui il fait des cercles d'hommes et tout ça. En fait, j'aimerais que des hommes participent à la formation, par exemple, les plantes amies des femmes. À un point que même j'ai proposé une promo pour les gens qui viennent en couple. Super. Ben ouais. Parce que... Est-ce que tu as eu des gens du coup Non, pas encore. Pas encore, mais en fait, le fait de le dire, ça me montre que j'ai oublié de le relancer. Franchement, non. Pour l'instant, je suis pas du tout là. J'aimerais bien, mais je sais pas si j'aimerais bien en fait. Non, je suis pas sûr. Parce que j'ai l'impression, moi, des fois, je perds patience. Enfin, tu vois, je suis un peu sanguin parfois. Beaucoup plus calme maintenant, mais j'ai lancé beaucoup de pavés quand j'étais jeune. En manif, je lançais beaucoup de pavés. Je fais beaucoup de garde à vue et beaucoup de bagarres et beaucoup d'histoires comme ça. Je pense qu'il y a des trucs qui restent. Mais où à un moment donné, j'ai envie de me dire, mais attends, t'as pas besoin d'une formation pour ça suffit. T'as envie de secouer la personne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis pas nécessairement un non-violent, disons. Une violence dans, tu vois, je te parle pas de violence physique, mais des fois, il y a des hommes, ils méritent vraiment un bon coup de pied aux fesses. Enfin, tu vois, d'ouvrir les yeux, de se prendre une grosse claque. Et ça. Mais je trouve que ça change beaucoup maintenant. Enfin, je veux dire, il y a Ça aussi change, cet éveil du masculin. Et moi, j'adore aussi lire sur le sujet. Là, j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps où c'était sur le masculin sacré. C'est J'ose être l'homme que je suis. Alors, j'ai pas l'auteur en tête, mais je le mettrai dans les notes du podcast. Ouais. Mais je trouvais ça trop bien. Et tu vois, et pourtant, c'est un livre qui est dédié quelque part aux hommes. Et en tant que femme, tu vois, on inverse aussi ce truc. C'est-à-dire que toi, tu amènes aussi cette formation pour que les femmes aussi se reconnectent, pour que les hommes s'y intéressent. Alors qu'en fait, les femmes, on recherche aussi ça, à comprendre l'homme, à comprendre son énergie. Je trouve ça extraordinaire. Et maintenant que tu as quand même de plus en plus aussi... Il y a d'autres livres, dans ma petite liste de livres, sur le masculin sacré. Il y a un podcast là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Chris Aude, qui est, je crois, le chéri de Chloé Bloom, qui a sorti L'éveil du masculin. Voilà. Et tu vois, pareil, il parle
compare aux hommes. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il y a aussi plein de femmes qui écoutent ce Intéressant. podcast. Ouais. Après, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus parce que souvent, en fait, dans ce truc de féminin, de masculin sacré, il faut que tu portes un sarouel, que tu aies les cheveux longs. Oui, Tu vois ce que je veux dire? de masculin, voilà, de masculin, Mais- sans mais- enlever le sacré peut-être. Mais non, mais c'est beau, hein. C'est beau. Mais je pense que chaque homme face à lui-même verse une larme. Enfin, tu vois, chaque homme quand il se retrouve tout seul, peu importe, hein, le violeur, le papa, face à eux-mêmes, tout nus, ça va pas être facile. Hein. Et donc ce point-là, c'est là où il faudrait aller creuser un peu et accompagner. Mais la sensibilité masculine, elle existe, point. De toute façon, quand tu vois un homme qui va pas bien dans un lit, qui va pas bien, et tu lui demandes si ça va, et il te dit oui, voilà, déjà, ce qui est triste, c'est que la femme est obligée de faire un travail d'aller comme Oui. vraiment gratter la terre pour que finalement, ils disent 2 mots. Ouais, je pense que c'est... Après, oui, on en revient à la société dans laquelle on a grandi, mais c'est vrai que c'est peut-être plus la femme qui va avoir tendance à initier, en tout cas, au dialogue, à la douceur, à la connexion à l'émotion. Ouais. Mais, comme tu dis, c'est pas évident non plus pour les hommes. Je pense qu'au final, on doit toujours garder cette bienveillance aussi. Même pour un homme qui, au final, est hyper fermé et dur et que moi je pleure pas et que voilà. Même s'il est dur quelque part, en fait, c'est qu'il a perdu ce lien, cette connexion, et que quelque part, je pense qu'il y a une certaine souffrance aussi. C'est sûr. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gens malheureux. C'est pas facile la vie quand même aujourd'hui, quand tu y penses. Ouais. D'où l'intérêt de prendre ça à la légère, de redevenir un enfant et de. Enfin, tu vois. Carrément, la joie, oui, oui. C'est important. Et je pense que c'est ça qu'on est, hein. On est des grands enfants aussi. Hein. Mm-mm. Si on est là aussi, c'est pour vivre des émotions qui sont hautes, des moments qui sont hauts aussi, même si, comme tu dis, il y a aussi l'autre côté, parce qu'il y a toujours les deux côtés. On ne sera jamais tout le temps que dans le bonheur, la paix, etc. Il y a aussi l'autre balance. En tout cas, moi, c'est ma vision sur cette terre-là, et que ce serait rentrer dans une illusion de croire qu'il n'y a que le bon, quoi. Donc, restons des enfants. On dit ça parce qu'il y a des enfants autour de nous qui jouent. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose justement par rapport aux hommes? Ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, mais après, ce qui est intéressant, je pense, pour l'homme, c'est quand même de s'intéresser à sa sexualité, parce que c'est vrai que pour moi, c'est quand même la base du problème. L'approche du plaisir de l'homme dans la sexualité, sa vision de le porno en général. Enfin, voilà, c'est quand même une majorité d'hommes qui regardent du porno, de jeunes hommes et de plus vieux. Et je pense que ça, là, il y a quand même un sérieux gros problème au niveau de la société. Et se pencher là-dessus, il n'y a même pas besoin de parler de sexualité sacrée, hein. Juste besoin de parler de le rapport avec mon corps, ma sexualité avec moi-même, comment je vois la sexualité, comment tu l'approches en fait. Je pense qu'en effet, ça c'est une des sources de bien des problèmes. Ouais. Enfin, voilà, les guerres sont quand même, je ne veux pas généraliser, mais les guerres sont quand même masculines. Il n'y a pas beaucoup de guerres qui sont féminines, hein, on ne peut pas le dire dans le monde. Les armées sont masculines. On entend parler d'armées de femmes qui se soulèvent en Afghanistan. Ah bien. Mais à la base, la guerre est masculine. Le féminicide est un nouveau mot dans le dictionnaire. Enfin, pourquoi t'as mis comme ça, Ziguette? Sans vouloir tout mettre sur le dos de l'homme, il y a quand même des questions à se poser à la base. Ouais. Arnaud, excellent. Je parlais de toi à l'instant. Ah, c'est dingue. Je parlais de toi. On fait un podcast. C'est fou ça. Non mais incroyable. Trop bien. Ben oui, c'est incroyable. Eh ben c'est ce qu'on disait. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse des choses ensemble, Arnaud. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à recommander? Ouais, alors c'est vrai que moi les livres que je lis c'est plus des choses très précises et scientifiques souvent. Je lis moins de romans. Moi maintenant, des podcasts, je commence à en écouter, mais j'en ai pas à conseiller là tout de suite parce que moi-même je suis
en recherche. Parce que c'est quand même intéressant. Mais après, je passe tellement de temps à écouter des gens et à discuter avec des gens que des fois, j'ai pas envie d'écouter quelqu'un parler. Mais, ça va arriver bientôt, je pense, d'avoir des références de podcasts. Tous les livres de Mességuet, ça c'est sûr. Maurice Mességuet, qui était un herboriste français extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. Qui romance ces histoires de soins auprès des Maharajas, auprès des grands... des rois syriens et libanais, tout ça, c'est super intéressant, avec une approche de l'herboristerie et beaucoup de recettes en fait dans ces livres. Tous les livres de Annie Schneider sans hésiter, ça c'est sûr, dont La Lionne, qui parle de sa vie en tant qu'addict à l'héroïne à 18 ans qui vivait dans des squats en Alsace pour finalement devenir une des plus grandes herboristes de ce petit monde. Et puis ces livres sont beaux, ils sont hyper parlants. Les 3 livres de Valnet, on peut les nommer aussi, je pense. L'aromathérapie, la phytothérapie, se soigner par les fruits, les légumes et les céréales. C'est des livres de poche à 8 € le livre. Ils sont anciens, mais ce sont des bibles de référence. En fait, pour moi, les livres, c'est comme quand tu vas chercher des champignons pour la première fois. Bon, à La Réunion, on est un peu mal placé. Mais champignons comestibles, si tu pars avec un livre, tu vas finir aux urgences. C'est sûr. En fait, tu dois partir avec 2 livres, tu dois avoir 4 livres chez toi, tu les compares tout le temps. Le livre de référence me dérange, le livre d'inspiration, bon, ça va encore. Et puis j'adore le chemin de Compostelle en fait. Je l'aime beaucoup, parce que je l'ai lu à différentes étapes de ma vie et à chaque fois ça m'a parlé en fait. Cette idée de pouvoir de l'intention, de contrôle de l'esprit un peu, de se rendre compte que parfois on se laisse un peu dirigé par notre tête et qu'il n'y a aucune raison en fait, puisque c'est nous. Voilà, surtout si c'est à nos dépens. Principalement, il y en a plein, hein, j'ai une grosse bibliothèque, mais dans les bonnes références, ouais, pour moi ce serait ça. Ah, Raymond Luca, tiens, on est à La Réunion. Les 2 livres de Raymond Luca sont à prendre. Et même il a fait un livre d'ailleurs sur le fameux Saint-Expédite de La Réunion, qui est un saint inexistant quasiment ailleurs, mais on s'aperçoit qu'il existe ailleurs. Okay. En Italie. Super intéressant. Ouais. Trop bien. Je vais rajouter ça dans les descriptions et puis si tu en as d'autres, tu pourras me les envoyer. Avec plaisir. Où est-ce que l'on peut te retrouver et comment on peut travailler avec toi? Me retrouver Instagram, Zilien Aroma. Vous m'envoyez un message là, ça prendra des fois un peu de temps, il faut insister, mais je réponds à tout le monde. Mon mail, c'est vraiment le plus fiable, le plus sûr, le plus rapide, le plus direct. zilien@gmail.com. Comment on peut travailler avec moi? En fait, il faut avoir déjà l'envie de faire un bilan, d'avoir une approche intégrale. Parce que si c'est pour un bobo, une cicatrisation ou d'autres choses comme ça, ça je réponds par message. Ça me prend pas beaucoup de temps et c'est assez simple. Mais pour tout ce qui est séance d'accompagnement, voilà, il faut déjà être en accord avec cette démarche un peu intégrale et assez profonde. Donc moi je choisis un peu maintenant en fait. Je donne plus de séances officiellement, mais on parle et après on voit. Ouais. C'est plus ça. Et sinon toutes mes formations en ligne, ça c'est sûr que j'ai beaucoup de formations qui sont dispo. Il y en a en cours, il va y en avoir de plus en plus. Là la prochaine c'est sur les parfums sacrés, donc une fois que moi je fais une formation, elles sont disponibles à tout jamais, puisqu'elles sont enregistrées en vidéo. Et le but, c'est aussi que les personnes qui prennent des formations avec moi, je les fais entre guillemets passer sur une liste un peu prioritaire parce que on montre un certain intérêt pour mon travail, ça me permet de vivre. Et c'est sûr que moi, de mon côté, c'est la moindre des choses Parce qu'en fait, une formation en ligne, ce qui me dérange, c'est que c'est figé. Mes formations en ligne, elles sont tout sauf figées. Elles sont hyper interactives. Parce que je réponds aux questions, parce qu'on crée un groupe Telegram où les participants échangent. Donc voilà, ça donne un peu plus de vie qu'une formation figée. Super. Merci infiniment Zilien pour ton temps précieux et puis à très bientôt. Au plaisir. Ce podcast t'a plu? Abonne-toi, laisse-nous ton avis, partage-nous également ton expérience. Retrouve toutes les informations concernant le travail de Zilien dans les notes de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao.